Bonjour à tous. Donc je suis Virgile Coste et je suis le responsable du pôle Data Science chez Maisons du Monde. Et en fait, je suis là aujourd'hui en partie pour certes vous présenter un peu notre infra cloud et les cas d'usage qu'on peut y réaliser. Mais c'est également, pourquoi pas, de convaincre les potentiels candidats dans la salle qui seraient amenés à nous rejoindre. Donc avant de parler de cloud, de machine learning, de big data, je vais poser un peu le contexte et d'abord présenter l'entreprise. Schéma classique. Donc Maisons du Monde, c'est une entreprise qui a maintenant plus de 20 ans. Et en fait, c'est Xavier Marie, donc son fondateur, qui reprend une boutique de cadeaux au bord de la faillite, la restructure et ouvre en fait 4 premiers magasins en 96. Donc il y a Lyon, Bordeaux, Vichy, et là vous pouvez voir en haut à gauche pour vous une photo du magasin de Quimper authentique. Assez rapidement, l'entreprise décide de s'implanter à l'international et c'est des magasins d'abord en Espagne puis en Belgique qui ouvrent. Et 10 ans plus tard, il y a la première version du site e-commerce. Donc un peu un site d'abord catalogue et puis sur lequel on peut ensuite effectuer quelques transactions. Et encore 10 ans après, en 2016, Maisons du Monde entre en bourse pour ses 20 ans. Et si on fait le point aujourd'hui, en 2018, à la clôture des comptes, Maisons du Monde a généré des ventes de plus d'1 milliard d'euros. Elle est présente maintenant dans 12 pays, à travers une expansion assez grandiose. Elle a ouvert plus de 300 magasins à travers le monde, dans les 12 pays donc. Et le site internet, démarré 10 ans auparavant, représente aujourd'hui 20% des ventes de l'entreprise. Donc c'est vraiment une entreprise omnicanale. Et point important, c'est qu'en fait l'entreprise, donc Maisons du Monde, a développé son activité autour de 3 grands centres. Donc il y a le centre, le siège social qui est basé à Nantes, mais il y a également le Marseille qui représente en fait la ville depuis laquelle sont gérés tout ce qui est logistique et les entrepôts. Et il y a Paris, ville dans laquelle le site e-commerce a été lancé, donc du coup ville dans laquelle aujourd'hui les activités web de l'entreprise sont pilotées. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte, et vous allez voir ça va être intéressant pour comprendre un peu la création de l'équipe data et les enjeux auxquels elle a été confrontée au début. Donc l'équipe data chez Maisons du Monde, elle est lancée en 2016, donc au même moment que l'introduction en bourse, même s'il n'y a pas directement de rapport. Et elle est rattachée en fait à l'origine à la DSI web. Et je parle de DSI web et à Paris parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais un peu avant, on a 3 centres d'activité. Et en fait, ça veut dire derrière, en réalité et à l'époque, 3 DSI. Et au cours de la journée, donc il y avait les différentes présentations qui parlaient du challenge que pouvaient représenter des multiples DSI. Il y avait IKKS, il y avait NJ, j'en oublie certainement d'autres. Mais en fait, 3 DSI, c'est pas forcément le bon combo pour lancer un programme data. Et donc en fait, le regroupement des DSI, ça a été une des 3 grandes décisions prises par le management de l'entreprise pour donner un véritable élan au programme. Donc ça permet derrière des DSI qui sont plus silotés finalement, qui partagent le plus de choses en commun, de centraliser les données dans le data lake, et vous allez voir un peu ce que ça nous a permis de faire. Et c'est important aussi dans un contexte où, comme je le disais, Maisons du Monde est une entreprise omnicanale. On lance un programme data en général, par exemple, pour s'adresser de manière plus cohérente aux clients, de manière unifiée. Et donc c'est quand même intéressant dans ce contexte-là de ne pas séparer les données des ventes magasins, donc, qui peuvent être dans un silo, et des ventes web dans un autre silo. Donc ça, c'est une des premières décisions phares qui a permis de bien lancer le programme. La deuxième décision
qui nous a beaucoup aidé aussi, je pense, c'est de tout de suite démarrer dans le cloud. Alors, bon, il y a les pro-cloud, les anti-cloud, mais en tout cas, d'un point de vue vraiment opérationnel, c'est vraiment génial. C'est complètement élastique et en fait, donc nous on a choisi Google Cloud Platform. L'immense avantage, c'est qu'on n'a pas tellement à s'occuper des serveurs, de maintenir tout un tas de machines. Et si on les maintient pas, en fait, on les met à jour, on met à jour les logiciels. Enfin, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent arriver qu'on n'a pas du tout, en fait, ou beaucoup moins quand on est sur le cloud. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de DevOps ni de choses comme ça, mais ça veut dire que en pratique, ça marche quand même beaucoup mieux. L'autre, enfin, selon notre expérience. L'autre avantage aussi, je parlais de la facturation juste avant, en fait, le cloud et Google Cloud Platform est pensé un peu à l'utilisation. Donc en fait, on va payer le stockage des données vraiment pas cher en pouvant stocker beaucoup. Et en fait, là, on va payer un petit peu plus, mais finalement, c'est à l'utilisation, c'est le CPU, donc en fait, le calcul. Et donc là, ça va être vraiment au cas d'usage. Mais par exemple, si on envoie une requête, donc BigQuery, sur un gros dataset, ça va coûter plus cher que sur un petit dataset. Si on entraîne un modèle qui prend 3 jours à s'entraîner, ça va coûter plus cher qu'un modèle qui prend 2 jours à s'entraîner. Mais tout ça, c'est flexible et ça dépend vraiment de vos cas d'usage et on peut monter progressivement pas en compétences, mais en use case dans le cloud. Et enfin, la troisième décision qui aussi a bien aidé l'équipe data, c'est un peu l'utilisation de la visualisation comme fer de lance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, finalement, on a décidé, je pense, et puis ça a été le cas d'autres acteurs aujourd'hui, mais de pas démarrer un peu dans notre coin à faire des modèles, partir dans des réseaux de neurones, tout ça. Non, on commence déjà par bien alimenter le data lake avec des données. On structure toutes ces données, c'est-à-dire qu'on les nettoie, parce que c'est pas toujours très propre dans les bases de données qui peuvent exister depuis 20 ans. Bon, voilà, faut faire un peu attention à ça. Et en fait, assez rapidement, on va essayer de restituer la donnée et de la partager au métier. Et en fait, ça offre un double avantage. Ça permet d'éviter de partir un peu en mode sous-marin, c'est-à-dire une équipe data qui code dans son coin, on ne sait pas très bien ce qu'il fabrique, et puis ils font sans doute des modèles, bon, on ne comprend pas trop. Là, finalement, on monte quelque chose au métier, et le métier, lui, il est capable, en fait, il nous aide même à recéter les données qu'il y a derrière. C'est-à-dire que un data scientist, quand il commence à toucher les données métiers, surtout qu'il y en a, vous allez voir, enfin, je vais vous montrer un peu les métiers avec lesquels on travaille, mais il y a beaucoup de cas différents, la supply, le CRM, etc. Quand on arrive, on peut être un peu perdu, et c'est un moyen, en fait, grâce à la visualisation, de mettre les mains un peu dans les données, de les présenter au métier, de vérifier que dans notre équipe, on a bien compris comment elles étaient utilisées, ce qu'on pouvait en faire, pour ensuite leverager tout ça et passer à des cas d'activation plus automatiques comme la modélisation. Alors, pour pouvoir en fait se servir de la vis comme fer de lance, c'est pas une recette magique non plus. Il faut une équipe assez pluridisciplinaire. Enfin, vraiment, moi, je suis assez fier de pouvoir les représenter aujourd'hui. C'est une équipe particulière parce qu'en fait, donc il y a une seule équipe data chez Maisons du Monde. Il y a une seule DSI, une seule équipe data. Et cette équipe est à la fois très data, même très technique en fait, mais à la fois très orientée métier. Et c'est pas simplement dans l'équipe, c'est également même au sein des individus. On peut avoir des gens vraiment hybrides, quoi, c'est-à-dire qui savent faire de la data, du Python, du code, mais en même temps être capable de parler, de présenter un dashboard avec le métier. Et c'est vraiment une grande chance parce que, si vous voulez, ça évite
d'avoir tout un tas d'intermédiaires par exemple, des product owners data qui connaissent peut-être un petit peu moins la technique. Là, c'est directement, on a les data scientists complètement en relation du métier. Ce service data est quand même organisé autour de 3 pôles. Donc, il y a le pôle data management. En fait, derrière ça, c'est un pôle qui comment dire, va s'occuper de la qualité de la donnée chez Maisons du Monde. Donc en fait, très simplement, ça va être de parler un langage commun. Alors ça paraît idiot comme ça, mais en fait, dans les dashboards, on présente des chiffres, évidemment, des KPI, mais derrière, en fait, le même mot, la même définition, finalement, derrière, c'est des formules un petit peu différentes pour calculer tout ça. Et en fait, quand plusieurs métiers commencent à utiliser des KPI qui portent le même nom, mais qui n'ont pas la même réalité derrière, ça peut prêter à confusion et c'est pas bon. Donc là, le pôle data management, lui, son objectif vraiment, ça va être de donner une vision un peu unique de la data dans l'entreprise. On a le pôle data analytics qui va s'occuper plus spécifiquement des études ad hoc, donc sur des cas un petit peu au cours de la vie de l'entreprise, les résultats qu'on a pu faire sur les soldes, aussi différentes études plus spécifiques, j'en parle juste après. Ça va être également la relation avec la direction pour suivre l'évolution des chiffres de l'entreprise. Et il y a l'équipe Data Science que je représente moi et qui, elle, s'occupe vraiment de la partie production, donc automatisation des use cases que je vais présenter assez rapidement. Et pour donner une idée, donc l'équipe Data aujourd'hui chez Maisons du Monde avec ces 3 pôles, c'est 30 personnes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on recrute, donc peut-être encore plus bientôt. Et elle est basée à la fois à Nantes et à Paris, donc sur les 2 sites. Voilà. Donc là, rapidement, parce que j'en parlais juste avant, mais c'est les différents types de use case par un peu pôle, enfin, donc unification de la vision de chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires, je vais pas tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais en fait, quand on creuse un peu, et surtout quand on commence à regarder le chiffre d'affaires web, le chiffre d'affaires magasin, qu'on essaye de sommer tout ça, en fait, si on parle pas de la même chose, c'est pas bon. Et il y a vraiment des petites différences, mais qui derrière peuvent avoir de gros impacts. Si on commence à sommer du chiffre d'affaires sur des dates de facturation, avec du chiffre d'affaires sur date de prise de commande, c'est pas bon. Il y a des chiffres d'affaires où on prend en compte les retours, parce que parfois les clients peuvent ne pas être satisfaits d'un article et donc nous le retourner, on déflate le CA de ces retours. Si on commence à le comparer avec un CA pas déflaté, c'est pas bon non plus. Enfin, vous voyez, ça peut être compliqué. Calcul de l'effet repos. Donc ça, l'effet repos, c'est le principe de research online, purchase offline. Donc en fait, finalement, c'est calculer l'impact l'aide ou pas, mais du site internet sur les ventes des magasins Maisons du Monde. Et donc ça, on a réussi à le mettre en évidence via une étude qui a été menée de pair avec l'équipe Data Science et le pôle Data Science et le pôle Data Analytics. Et enfin, ça on en a parlé un peu toute la journée, donc rien de bien nouveau, mais les segmentations clients, je vais vous présenter quand même celles qu'on a faites, dont on est plutôt content. Donc voilà, des sujets très variés, et un des métiers auxquels on est confronté, aussi très variés, des sujets très différents et tous très intéressants. Et en fait, là, plus ça va, plus on communique avec de nouveaux métiers dans l'entreprise. Et donc là, les use cases qui arrivent sont vraiment très intéressants et tout reste encore à faire. Alors, tout reste encore à faire, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà été faits. Donc je vais vous présenter maintenant quelques use cases. Et le premier c'est pas vraiment un use case business, mais c'est pour un peu vous présenter notre infrastructure data. C'est ce que j'ai appelé la chaîne de valeur data, mais c'est finalement le data lake et son alimentation. Donc on est, je disais, full cloud. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le service que je représente, donc le pôle data science,
pour pouvoir commencer à faire des dashboards, à proposer de la donnée et la structurer, etc., il faut commencer par la collecter. Et donc là, eh ben on collecte alors principalement dans des bases de données qu'on a un peu à droite à gauche dans l'entreprise, mais justement l'unification de la DSI simplifie grandement ce travail, qui au final, entre parenthèses, la partie la plus délicate, on va dire, c'est pas tellement de coder le code Python qui va permettre d'aller se connecter à différentes bases de données pour les récupérer, mais c'est d'avoir accès à ces bases, quoi. Donc là maintenant, on récupère ces données-là. Et ce qui est beau, c'est qu'on récupère ces données-là avec un socle technique unique, c'est-à-dire qu'on remet pas, on n'a pas à redévelopper une solution pour se connecter à une nouvelle base de données quand elle arrive. Là, on peut récupérer vraiment à chaque nouvelle base qui doit servir pour un use case, on peut très simplement collecter cette donnée. Ces fichiers sont stockés dans Cloud Storage, donc en fait c'est une brique de Google Cloud Platform qui permet du stockage de fichiers plats à coût très intéressant. Et on est en train de poker une solution plus temps réel qui va être PubSub et Dataflow. Donc le principe, c'est que là, vous voyez, quand je vous parle de récupérer les bases de données, je nous ai positionné équipe data en tant que, on va dire, aspirateur de données. Là, avec PubSub et Dataflow, ça change un peu. C'est que on se tourne vers un modèle un peu plus event-driven, et donc ça veut dire que les données sont poussées par les applications, par exemple le site ou autre, dans un service de messagerie comme PubSub. Donc là, il y a un événement qui est envoyé dans PubSub. Et côté data, on vient récupérer cet événement quand ça nous arrange. Il n'y a plus une connexion à la base de données. Donc ça, c'est la collecte. Ensuite, on structure tout ça dans la version qu'on a du Datamart. En fait, c'est BigQuery. Donc en fait, c'est un moteur de requête SQL concrètement. Et en fait, on va pouvoir croiser les données dans cet outil. C'est très intéressant aussi. C'est pilotable. On peut envoyer nos requêtes via une interface web. Mais ce qui est beau, c'est qu'ils mettent à disposition aussi plein d'API. Toutes les briques en fait que je présente là, elles exposent des API REST qu'on peut en fait assez facilement aller taper pour automatiser tout ça avec du code Python. Donc là, nous, la brique qui fait le calcul, qui envoie les requêtes, qui structure la donnée, ça va être BigQuery, mais c'est piloté via du code Python. Et donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien, par exemple, toujours pour essayer de parler de manière cohérente à notre client, on sait qu'il achète en web, on sait qu'il achète en magasin. Ça serait bien de pouvoir avoir cette vision globale pour pas lui pousser une recommandation de produit qu'il a acheté en magasin ou vice versa, parce que ça serait un peu raté. Donc grâce à cette brique intermédiaire de structuration de la donnée, on réalise ces croisements. Et enfin, sans surprise, exposition de la donnée. Donc là, on a plusieurs cas. On a les analyses ad hoc. Et vous allez voir pourquoi je l'ai mis là. Une des API REST qu'on a commencé à ouvrir pour mettre à disposition des données. Click, donc l'outil de visualisation qu'on utilise, et donc nos modèles qui utilisent CloudML, et enfin on déploie aussi du code maintenant sur Kubernetes. Alors en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on essaye vraiment à chaque fois d'aller utiliser la donnée à un seul endroit, d'exposer la donnée à un seul endroit. Et c'est pour ça que j'ai rangé les analyses ad hoc ici. C'est que les data analystes utilisent finalement la même donnée que les data scientists et que le data management. Et pour orchestrer tout ça, on utilise la brique qui est en haut, qui s'appelle Cloud Composer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme je l'ai dit, un orchestrateur. Parce que en fait, le principe, c'est à la fois simple et compliqué, mais quand on commence dans un programme
enfin pas forcément data d'ailleurs, quand on veut croner, c'est-à-dire déclencher de manière récurrente des jobs, souvent bah, y a des outils qui peuvent exister et en fait qui vous déclenchent à heure que vous prédéfinissez votre job. Tous les soirs à minuit, je récupère mes données. Ok. Et puis après, tous les soirs à minuit, je récupère mes données web. Tous les matins à, je sais pas, à 10 heures, je récupère mes données magasins. Et puis, je sais pas, tous les jours à midi, une fois que j'ai mes données web et mes données magasins, je considère, j'envoie ma requête qui permet d'essayer de donner la vision commune. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si jamais à midi, quand j'envoie ma requête qui centralise un peu tout ça, j'ai pas reçu soit les données web, soit les données magasins. En fait, au début, on recrone après, mais c'est pas génial. Et c'est ça qu'offre en fait Google Cloud Composer. En fait, c'est une version managée d'Airflow. Donc en fait, Airflow, c'est un système qui permet en fait, de s'affranchir maintenant d'envoi à horaire régulier, mais plutôt de dire tant que j'ai pas telle et telle partie de mon début de données, je ne lance pas ce qui arrive après. Et quand je dis manager, ce qui est beau, encore une fois, dans le cloud, c'est que finalement, on allume un cluster et je schématise un peu, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais franchement, on allume un cluster et il y a Airflow qui est prêt à être testé. Et ensuite, il faut créer notre code qui va passer dedans, ce qu'on appelle les DAG, qui permettent de croner tout ça. Mais ça va assez vite. Par opposition à avoir ces serveurs sur lesquels on a installé Airflow, etc. etc. Donc ça, c'est un peu notre terrain de jeu. Et je vais maintenant présenter des use cases plus concrets qu'on a été capable de réaliser. Alors, le premier que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est l'analyse de corrélation entre les produits vendus. Alors le use case est né d'une demande en fait de nos équipes de merchandising qui souhaitaient un peu comprendre les relations qu'il y avait entre les produits disponibles sur le web et en magasin pour un peu travailler leur offre. Et donc ce qu'on a fait, on a récupéré en fait, on avait les ventes de web et magasins, et avec un code, ce que j'ai appelé la brique corrélation. Donc là c'est un ensemble de codes Python et de requêtes BigQuery. On a été capable de générer une matrice de corrélation. Le principe, il n'est pas maxi compliqué, c'est qu'en fait, on a en ligne et en colonne tous nos produits Maison du Monde, et dans chaque case, on a l'association des produits. Et on expose cette matrice de corrélation via des dashboards, donc on retransmet la donnée à l'équipe eMerch. Le principe est simple, mais voilà, cette matrice, elle est chronée tous les jours, elle est en production, et le dashboard, il est actualisé tous les jours. Grâce à ce dashboard, l'équipe eMerch, un des premiers travaux qu'elle a pu effectuer, c'est le cross-sell. Pareil, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Le cross-sell, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais je voudrais juste redéfinir bien ce que c'est pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Mais c'est le bloc vous aimerez aussi, et donc qui est censé, si le travail est fait correctement, proposer des produits qui ont quand même un rapport avec la fiche produit sur laquelle le client arrive. Voilà. Et on avait à l'époque un partenaire que l'équipe eMerch souhaitait challenger, et comprendre un peu l'offre produit qui semblait un peu étrange. Et en fait, avec la matrice de corrélation qui était visible dans un dashboard click, elles ont pu se rendre compte que bon, peut-être qu'il y avait mieux à faire que ce que le partenaire proposait. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que, parce que là l'idée évidemment on se dit c'est très simple, évidemment on prend la matrice corrélation et puis on la met dans le bloc de cross-sell. Ah, d'accord. Mais alors comment on fait ça? Parce qu'en fait, on va pas changer pour chaque produit à la main les produits, ça prendra un temps dingue. On va pas brancher le site qui doit avoir des temps de réponse corrects sur Google BigQuery qui n'est pas fait pour répondre en temps réel. Donc il faut un peu se poser la question de savoir comment on va réussir à faire tout ça.
Et c'est là que je souhaite présenter une solution qu'on a utilisée, qui est Early Birds. Alors, qu'est-ce que Early Birds? Early Birds, en fait, c'est un outil, donc là c'est représenté par le carré que j'ai mis au milieu. Et en fait, quand on met en place l'outil, déjà ce qu'il offre, c'est une API REST, par laquelle en fait on va pouvoir envoyer des identifiants produits et qui va renvoyer des produits corrélés. Alors comment ils font ça? C'est pas magique. Il y a derrière eux, ils ont des modèles. Ils sont également sur Cloud Platform, mais ils ont des modèles préentraînés qu'ils ont chez eux. Et en fait, out of the box, ils peuvent répondre sur des produits qu'on leur envoie. La beauté de l'outil, donc, c'est d'offrir cette API REST, c'est d'offrir aussi un back-office pour les équipes de merge qui permettent en fait d'aller filtrer, on va dire, les résultats qui sont renvoyés from out of the box de Early Bird. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ok, sur un canapé en particulier, je préfère, moi équipe merge, ne proposer que des canapés en cuir. Donc je colle une règle de merge à la sortie et ne seront proposés aux clients que les canapés en cuir. Mais ce qui est beau, c'est que là, Early Birds aussi on peut lui pousser un modèle à nous. Et pareil, ça ne va pas être directement la matrice de corrélation, il faut voir, parce qu'on va pas, c'est pareil, on ne va pas donner les accès à Early Birds pour aller dans notre data lake, enfin, on ne peut pas faire ça. Donc du coup, c'est comment on peut faire pour mettre à disposition la matrice corrélation, et cette fois-ci en s'enlevant une petite épine du pied qui est finalement l'API REST avec le site internet, c'est pas l'équipe data qui en prend la responsabilité. Donc pour faire ça, on a utilisé une deuxième brique que j'ai appelée la brique API Reco. Et donc en fait le principe c'est de prendre cette matrice corrélation et avec un code Python on charge la matrice corrélation dans Datastore qui en fait c'est une base de données clé-valeur. Donc en fait, là en l'occurrence, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les produits, les identifiants produits 2 à 2 avec leur corrélation. Et on a déployé une API via Kubernetes, donc un conteneur. En fait, le principe c'est un conteneur Docker qui avec Flask en fait et un petit code Python va taper dans Datastore et va répondre aux sollicitations de Early Birds. Donc en fait, vous voyez, si je reviens sur la slide juste avant, ça veut dire que là, c'est pas la matrice de corrélation directement qu'on met en entrée, c'est une API sur laquelle Early Birds va taper. Et parce que vous pouvez me dire, oui, mais en fait, on pouvait mettre l'API directement en place sur le site web. C'est vrai, sauf que directement en place sur le site web, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, on n'a pas le back-office sur lequel les équipes eMerge pourraient remplir leurs règles à elles. Et le deuxième truc, et c'est vraiment ça qui est un peu plus problématique, c'est que on ne peut pas... le Early Birds a développé tout un système de fallback. Et donc nous, on pouvait pas on voulait pas, pour notre première API, prendre le risque de, si elle répond pas assez vite ou pas assez bien, pénaliser les résultats du site web. Donc on a préféré utiliser Early Birds pour ces deux raisons-là. Et donc là, aujourd'hui, finalement, on propose sur la fiche produit, via cette brique recommandation, en fait, les résultats qui ont été fournis par la matrice de corrélation qu'on a calculée un petit peu plus tôt. Et donc, si on récapitule un peu, donc là, je vous ai présenté une brique de corrélation et une brique d'API Reco. Et là, je parle de briques depuis tout à l'heure. Donc, il y a les briques de Google Cloud qui sont BigQuery, tout ça. Et il y a les briques qu'on a développées dans l'équipe Data Science. Et qu'est-ce qu'une brique? Alors, une brique, c'est du code Python qu'on a versionné et qu'on a poussé dans GitLab CI, qui est notre outil qui suit nos repos.
Et grâce à un pipeline GitLab CI, on a pu en fait builder des containers grâce à Google Cloud, c'est lequel déjà, Google Cloud Builder, voilà, Container Builder, qui build en fait les containers Docker et qui ensuite stocke les images dans Cloud Registry. Et à ce moment-là, on a effectué en fait une sorte de mise en production de notre code conteneurisé. Et derrière, la deuxième étape qui est sur la droite, on cron en fait le code via donc Composer, Airflow et Kubernetes. Bon, si jamais c'est pas clair, vous inquiétez pas parce que si vous rejoignez l'équipe data, il y a une petite formation à l'entrée. On vous laisse pas comme ça partir en production, donc on vous formera. Il n'y a pas de problème sur ces super technos. Je reprends un peu un autre use case qui traite cette fois-ci de la segmentation. Et en fait, une des segmentations dont on est plutôt content en ce moment, c'est la Customer Lifetime Value. Et donc, en fait, en soi, c'est pas une segmentation, c'est plutôt un concept, mais nous, on a utilisé ensuite les résultats de ce concept pour segmenter derrière notre base client. Alors, avant de parler de la segmentation, je présente juste le concept de la Customer Lifetime Value. En fait, l'idée, c'est d'analyser les achats, donc les montants achetés par un client, sa fréquence d'achat, la durée de relation qu'on a avec le client, pour en fait être capable de prédire un montant de CA que le Maison du Monde va pouvoir réaliser grâce à ce client. Le principe, c'est, vous voyez, j'ai pris une image juste à côté, c'est ce concept permet de comparer assez facilement deux types d'utilisateurs. Donc, par exemple, la consommatrice d'en haut a réalisé 3 paniers à intervalles fréquents. On se dit, il y a des chances qu'elle continue avec nous. Tandis que celle du bas, elle a réalisé 3 paniers très vite et puis elle s'est arrêtée pendant un long moment. Il y a des chances pour qu'on l'ait perdue. Alors, ça a l'air de ressembler à la segmentation RFM, donc récence, fréquence, montant, parce qu'effectivement, là, c'est un peu les mêmes types de données qu'on met en entrée, mais c'est pas exactement ça, parce qu'en fait, c'est vraiment là pour le coup un modèle de machine learning. Alors vous allez voir, pas non plus ultra compliqué, mais modèle de machine learning dans lequel on va rajouter d'autres indicateurs comme des visites sur le site, sur certaines fiches produits, etc. Et grâce en fait à cette valeur de CLV qu'on va être capable d'attribuer à nos clients, on va pouvoir dire segmenter en fait notre base client on va dire en tranches. Par exemple, nos clients ambassadeurs, c'est ceux qui sont dans le 10% de notre CLV la plus élevée, et puis on va pouvoir découper en déciles comme ça la segmentation. Alors, comment on a fait ça ? La segmentation client, on a donc utilisé les commandes et les visites qu'on avait dans notre data lake. Et on a packagé tout ça dans un modèle TensorFlow qu'on a entraîné sur CloudML. Alors, derrière, c'est une régression linéaire quand même. Et donc, la question se pose de savoir pourquoi on est parti sur TensorFlow. Est-ce que c'est pas finalement le bazooka à mouche pour faire une régression linéaire ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce qu'on est sur le cloud qu'on peut pas prendre de mauvaises pratiques. Et une solution qu'on voulait éviter, c'était finalement de ne pas partir sur une brique managée comme CloudML, de popper en fait un serveur sur le cloud platform. Donc en fait, on allume une machine avec rien dessus, on installe ce qu'on veut, scikit-learn, mettons, on envoie le modèle, on l'entraîne, et puis alors après, il faut prendre le pickle qui a été entraîné, se demander où est-ce qu'on va le stocker, et puis alors quand on va réentraîner, il va falloir réallumer la machine. Enfin bref, c'est pas génial comme technique, parce qu'en fait, c'est pas automatisable facilement, c'est pas prod ready. Ce qu'on aurait dû faire, mais ce qu'on n'a pas, la brique n'existait pas encore à l'époque, c'est ce qu'on appelle AutoML, qui là en fait c'est un système où on a une table
BigQuery avec en plein de features, donc des variables explicatives et une colonne qu'on spécifie comme étant la variable expliquée. On envoie ça dans AutoML. Donc là, AutoML, on ne réfléchit même pas, c'est j'envoie les données, bam, j'ai le modèle qui ressort, enfin c'est immédiat. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, on a choisi TensorFlow parce qu'en fait, on avait ce mécanisme d'automatisation. En fait, là derrière, CloudML, donc la brique qui est juste le logo là avec le petit cerveau, le principe c'est que on a un code Python, on l'envoie, enfin, je fais comme si je lançais une pierre, mais franchement c'est littéralement ça, on l'envoie sur la brique de calcul de machine learning. Le code tourne, donc c'est pas instantané, mais ça tourne, ça peut scaler si jamais il y a besoin de plus de puissance de calcul. Et une fois que c'est entraîné, le modèle est prêt. Et donc là, on l'utilise, on n'a pas à se soucier, si vous voulez, de versionner le modèle, de savoir où est-ce qu'on enregistre le modèle entraîné. Si on veut le réentraîner, ben, on appuie sur le bouton réentraîne, ça réentraîne le modèle et hop, ça crée un deuxième pickle, puis un troisième, puis un quatrième. Et c'est utilisable en production, quoi. C'est de la vraie production. Grâce à cette brique segmentation, donc, on a été capable de faire la segmentation CLV que je présentais un petit peu avant. Et on a, comme d'habitude, ce qu'on fait quand on commence, c'est qu'on expose assez vite les données au métier. Donc là, on a un dashboard de segmentation client qui va pouvoir permettre d'étudier les différents segments. Est-ce que ils ont des tailles comparables? Quel est le panier moyen dans les différents segments? Est-ce qu'il y a beaucoup de transitions d'un segment à l'autre ou est-ce que c'est assez stable? Ce genre de choses. Et en fait, une fois qu'on a la segmentation, finalement, assez vite, on est tenté de se dire, ne pourrait-on pas utiliser cette segmentation pour activer en fait nos clients directement sur nos canaux marketing? Alors, le but du jeu, parce que là, je sais, ça peut faire peur cette slide, mais c'est pas d'arroser le client justement. On a des clients qui sont pas spécialement intéressés, qui sont endormis, donc eux, on leur communique rien du tout. Et finalement, on va pousser les audiences intéressantes, donc on va dire le premier décile de notre CLV à différents partenaires pour leur proposer des offres qui correspondent plus à leurs attentes. Si je récapitule un peu tout, là je viens de dire qu'on avait une brique segmentation et une brique poussée d'audience. Mais juste avant, je parlais de la brique corrélation et API reco. Et finalement, en fait, ce système de briques, parce que c'est vraiment comme ça qu'on code et qu'on conçoit notre code en production, on peut les assembler. Et en fait, en assemblant et la segmentation et notre brique de recommandation, enfin la matrice de corrélation, en fait, on est capable de faire une première version de recommandation à l'individu et de pousser des audiences, en fait, avec des produits pertinents pour nos clients. L'étape d'après, en fait, ça va être de se dire ok, je pousse des audiences sur différents canaux. Est-ce que finalement, est-ce que j'ai raison de pousser tel ou tel canal, de dépenser de l'argent sur tel canal? C'est peut-être pas la peine. Et donc pour faire ça, on va pouvoir utiliser les données de navigation donc sur notre site et avec un modèle de chaîne de Markov. Donc en fait derrière, là c'est pas un modèle de machine learning, c'est pas de l'entraînement automatique. On est vraiment sur du calcul statistique aussi. On va être capable de calculer les contributions marginales de chacune de nos partenaires. Et donc de prioriser les canaux les plus pertinents pour notre stratégie d'acquisition. Voilà, c'est tout pour moi. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que dans notre équipe data, on a vraiment des sujets, je crois que je l'ai suffisamment répété, mais vraiment de production. Donc ça tourne régulièrement, c'est entraîné régulièrement, c'est prêt. Un contact fort avec le métier, donc via d'abord la visualisation,
Et comme je le disais un peu au début, là, on a beaucoup de sujets qui arrivent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recrute notamment. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.